Bonjour à tous. Donc, séance numéro 4 de dimension finie. On commence d'abord par la correction de deux exercices de la planche et puis on enchaîne sur le début du grand 3 du cours, donc étude des applications linéaires en dimension finie. On écoute Maxime pour la correction d'un des exercices de la planche. Ouais, alors du coup pour l'exercice 5, première question, nous demandait de montrer que les deux vecteurs U et V engendrent le même espace vectoriel que les vecteurs W et T. Oui. Donc du coup au début j'ai essayé de regarder si je pouvais trouver une relation entre ces deux plans. Euh, du coup j'en ai trouvé une directe, mais avec la conversation qu'on a eue, apparemment, c'était pas suffisant. Du coup, j'ai voulu montrer que les deux plans étaient confondus. Et de la même façon, en posant le système et en vidant la matrice par colonne, on trouvait aussi qu'ils étaient liés. Du coup, j'en ai déduit que les deux vecteurs UV engendrent le même espace vectoriel que W et T. Voilà pour la question 1. Alors, donc, deux petites choses. Donc, contrôlons bien ce que tu as fait. Donc, ici, tu as analysé la liberté de la famille UVWT. On est d'accord? Ouais, Tu as regardé, cette famille était libre. Tu savais ouais. d'ailleurs déjà qu'elle n'était pas libre. Ouais, justement avec la relation que j'ai trouvée au-dessus. Exactement. Donc déjà, ce que tu es sûr, c'est que ton système n'admet pas qu'une unique solution. Alors Ouais, la question qu'on va se poser, c'est là, on va aller un petit peu plus loin que la liberté. Parce que si c'est que l'étude de la liberté qui nous intéresse, elle a déjà été réglée grâce à ton préambule. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien. ouais, c'est vrai. Et oui. Donc là, on va voir le truc. Donc tu étudies ta liberté. Ouais, Alors là, tu travailles sur les colonnes. Alors je vais avoir une objection. Je vais avoir une petite objection, c'est que si tu résous un système, c'est l'exercice 6 qu'on va corriger tout à l'heure, mais si tu résous un système, normalement, si tu fais ouais. du Gauss-Jordan, c'est en ligne, obligatoirement. Mhm. Donc si tu veux résoudre ce système-là, normalement, tu dois travailler à les opérations sur les lignes. Ok. En travaillant sur les colonnes, en fait, regardons bien ce qu'on a fait. En fait, regarde, la première colonne de ta matrice, c'est U. Ouais, La deuxième, c'est V. La troisième, c'est W. La quatrième, c'est T. c'est Donc en ça. fait, ce que tu as analysé ici, c'est pas la liberté. Tu as fait ce qu'il fallait faire en fait. C'est-à-dire que il faudrait que tu barres en fait toutes ces lignes-là. Ce que tu fais, c'est que enfin, comment dire, si c'est la liberté que tu as étudiée, mais tu l'as étudiée suivant non pas la méthode générale, mais suivant la méthode spécifique de mettre des vecteurs de k puissance n en colonne et d'analyser la matrice. Ok? Ouais, Auquel cas, si tu le défends comme ça, tu as le droit de travailler en colonne. Alors que si tu passes par le ok. système, il faut que tu travailles en ligne. Et Ok. on va démontrer plus tard dans l'année que quand on travaille en ligne ou en colonne, on obtient le même rang. Donc, on obtiendra tous la même conclusion. Mais à ce stade de l'année, il ne faut pas commencer à s'embrouiller. Ok, ouais. Parce que je Bon, l'ai aussi fait en ligne ouais. et j'avais la deuxième et la troisième ligne qui étaient liées. Donc en fait, il y en a une qui était superflue. Bon. Alors, maintenant, on aborde la deuxième étape. C'est que étudier la liberté, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on sait déjà que la famille est liée. Par Ouais, contre, regarde ta conclusion. Si tu pars de cette matrice ici et que tu regardes si les vecteurs sont liés ou linéairement indépendants, tu agis sur les colonnes et au bout de deux étapes, tu tombes sur deux colonnes de zéro. Ce qui veut dire que ta matrice, elle est de rang 2. ouais. Donc, qu'est-ce que ça signifie sur les vecteurs en fait? Sur les vecteurs. Sur les quatre vecteurs de départ en fait. Tu as analysé leur matrice en colonnes et à la fin, tu obtiens deux colonnes de zéro. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'il y en a deux qui sont superflus, Voilà. Il y en a deux qui s'écrivent comme combinaison linéaire des deux autres. les deux autres. Ouais. Et d'ailleurs, il est temps qu'on regarde enfin
ton étoile. Parce que ça, tu ne me l'avais pas dit dans l'échange qu'on a eu. Dans l'échange qu'on a eu, Moi, tu en m'as dit, fait, j'ai je trouvé une pensais à relation. cette relation, justement. Mais la relation rouge, elle ne suffit pas. Ok. Par contre, celle-là, là, elle est Ouais. géniale. Parce que cette relation-là, elle te permet de conclure tout de suite sur l'exercice. Pourquoi? Bah, parce que j'exprime W et T en fonction des deux autres, par les Hmm. combinaisons linéaires. Qu'est-ce que ça signifie? Que les deux plans sont confondus. Ben ouais, directement. Alors, tu vas un peu vite. Ça prouve que W appartient à vect de UV, Ah oui, ok. que T appartient aussi à vect de UV, donc que W et T sont tous les deux dans le plan. Alors maintenant, il y a un tout petit truc à dire, mais à partir du moment où tu as démontré que les deux générateurs W et T du deuxième plan appartiennent au premier plan, est-ce que tu es convaincu que tu as démontré ce qu'on voulait? Bah, si les deux plans sont confondus, est-ce qu'ils n'auraient pas forcément le même espace vectoriel? Ben, bien sûr que oui. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Ben oui. Mais là, je ne sais pas si vous sentez que algébriquement, il y a un argument de dimension. On dit tous les générateurs du plan 2 sont dans le plan 1, donc le plan 2 est égal au plan 1. Alors qu'en fait, on a démontré qu'une inclusion. Tu regardes un film là? Comment? Comment? Ah, j'ai entendu quelqu'un. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si vous avez deux espaces vectoriels E et F, qui sont tous les deux engendrés par des vecteurs, si tous les générateurs de F appartiennent à E, ça veut dire que l'ensemble F, il est inclus dans E. Mais ces deux ensembles, ils ne sont pas forcément égaux. Pourquoi ici, ils sont égaux? Parce qu'il y a une double inclusion. Et d'où elle sort la deuxième inclusion? On n'aurait pas d'argument de béton, qui est tiré de la géométrie, qui montre immédiatement que l'autre inclusion, elle est vraie? Dans mon premier exemple sur grand E et grand F, mon exemple, il était général. Ici, c'est un exemple qui est particulier. C'est quoi qui est différent qui est plus particulier dans mon exemple là? Est-ce que ce sont deux espaces vectoriels généraux? Ce sont deux plans, on est d'accord? Ouais. Donc, immédiatement, puisque ce sont deux plans, si Maxime a démontré que les deux générateurs du plan 2 appartenaient au plan 1. Donc, Qui passe par le même plan? ben, parce qu'ils ont la même dimension, c'est ça qui est important à voir. Dans mon raisonnement général, où j'avais dit que si les générateurs d'un premier espace appartiennent à un deuxième espace, alors le premier espace est inclus dans le deuxième espace. Mais si en plus ces deux espaces ont même dimension, alors ils sont égaux. C'est une des petites propriétés que j'avais mises dans le cours là. Si E est inclus dans F et si dim de E égale dim de F, alors E égale F. Alors, je débat bien ça pour qu'on soit bien clair que en fait, on a démontré la chose. Mais évidemment, si vous avez dans la tête les plans, vous concluez directement, moi tout me va. Si vous me dites vec de UV et vec de WT sont deux plans, on a démontré que W appartiennent à vec de UV, donc les plans sont confondus, moi ça me va très bien. Le mot plan est un mot qui fonctionne à la fois en géométrie et à la fois en algèbre. Donc, sous-entendu, vous utilisez l'égalité des dimensions. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé plus explicitement de la géométrie? Est-ce qu'il y a une autre méthode que celle-ci pour démontrer l'égalité des espaces? Non, vous avez tous fait comme ça? Bon, moi ça me va, il n'y a pas de problème si vous avez tous fait comme ça. Hein. Ok. Donc j'ai mis une correction en ligne, vous pourrez la regarder. Hop.
moi, j'ai mis cette correction-là en ligne. Donc, E dimension finie. Ah oui, j'ai mis une méthode géométrique, moi. Regardez, j'ai utilisé les produits vectoriels. Alors, c'est un peu... Vous seriez en droit de me dire, monsieur, est-ce que la notion de produit vectoriel existe en algèbre? Oui. Le produit vectoriel, c'est une opération algébrique. Donc, en fait, si vous vérifiez que le vecteur normal du premier plan est collinaire avec le vecteur normal du deuxième plan, donc si U vectoriel V est collinaire à W vectoriel T, alors les plans seront parallèles et donc confondus, puisque Lubin disait, effectivement, il a raison, que les deux plans passent par l'origine. Ensuite aussi, regardez ce que j'ai fait moi. J'ai essayé de vérifier que, parce que moi j'ai eu la flemme, contrairement à Maxime, de chercher une relation entre les vecteurs. Il y a un petit bug ici d'ailleurs, je vois qu'il y a un vec qui a sauté, il faudrait que je le change. Donc, moi j'ai eu la flemme de chercher une relation entre les vecteurs, donc je regarde le déterminant. Et le déterminant, pareil, c'est une loi opératoire algébrique. Donc vous avez le droit d'utiliser autant que vous voulez en algèbre linéaire. OK? Alors ensuite, on avait la correction de Jeanne, je crois. Donc je vais la rafficher. Tu l'avais envoyé en PDF, non? Hop, on y retourne. Ah voilà. Alors, c'est celui-ci. OK. Alors, on regarde ça avec toi, Jeanne. Tu as le micro? Non? Bon, si tu n'as pas le micro, je commente ce que tu as fait. Donc, c'était l'exercice juste après. Donc ici, on a donc deux espaces plongés dans R4. On leur trouve des générateurs. Donc c'est parfait ce qu'elle a fait. C'est l'exercice qu'on avait fait avant-hier ensemble. Donc elle trouve deux générateurs qu'elle appelle E1 et E2 qui sont non proportionnels. Donc on obtient une famille libre et génératrice de grand F. Donc tu rajoutes simplement que c'est une base. E1, E2 est une base de grand F. Ensuite, grand G, pareil. Donc là, on ne voit pas très bien, mais donc il y a E3 et E4 qui sont dessous, là, qui forment aussi une famille génératrice et libre. Donc on a trouvé une base de grand G. Et ensuite, question d'après. Très bien, tu te poses la question si les quatre vecteurs en question forment une base de R4. Eh bien, c'est magnifique, puisqu'effectivement, tu trouves la matrice identité par opération sur les colonnes, et donc, bah, c'est tout parfait. Donc, Jeanne, j'ai rien à dire. Top. Continue comme ça. Et la base adaptée à la somme directe, donc regardez bien dans votre cours, ben c'est justement B égale E1, E2, E3, E4. Donc ceux qui ont, je présume que parmi vous, il y en a peut-être qui ont essayé l'autre méthode. Alors elle était bien aussi, mais un petit peu plus longue. Je l'ai reçue, non? Il n'y a pas quelqu'un qui l'avait envoyé? Je vous l'ai envoyé. C'était qui? C'est moi, Maxime. Ah voilà. T'as des belles lunettes. On me voit? Non, 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 parce que c'est la photo, là, la photo de ton profil. Ah, ok, merci. On voit. Voilà, donc la méthode de Jeanne était parfaite. Et Maxime nous a proposé les deux méthodes, lui. Donc la méthode de Jeanne, c'est la méthode numéro 1, il l'a faite ici. Et la méthode numéro 2. Alors ici, je voulais juste te dire, comme Maxime, il y a un petit problème dans la rédaction. C'est pas dit. On voit plus rien. Ah, On voit pas votre écran, monsieur. Ok, alors, ok. Donc je repartage l'écran, il y a eu un souci. Ce sont les soucis du direct. Voilà, hop. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, donc je raffiche la page de Maxime. Donc Jeanne, vous avez vu ce qu'elle avait fait. Et donc Maxime ici, donc la méthode numéro 1, c'est la même que Jeanne. Et la méthode numéro 2, donc je voulais juste te dire,
Donc, tu as voulu utiliser la caractérisation, c'est excellent. Attention, tu t'es un peu embrouillé là. Ce n'est pas dim de f inter g. Hein. C'est union. Alors, c'est ni union, c'est rien en fait. Dans la caractérisation, c'était que dim de f plus dim de g doit être égal à dim de R4. Donc, tu calcules dim de f plus dim de g, tu trouves 4. Tu barres dim de f inter g. Ok. D'autre part, dim de R puissance 4 égale 4. Donc, il y a une égalité entre les deux. Tu vois? Ok, ok. Voilà. Donc, en fait, si tu veux barrer dim de f inter g, à la place, tu mets dim de R4. Ok. Donc, on a bien dim de R4. Et même, j'aimerais bien on a bien devant. Parce que si tu mets on a bien, ça veut dire que tu l'as vérifié l'égalité. Sinon, on aurait presque l'impression que tu recopies le cours sans vérifier l'égalité. Ouais. Donc, on a bien dim de R4 égale dim de F égale plus dim de G égale 4. D'autre part, F inter G égale. Là, j'ai pas très bien compris ce que tu as fait. Hein. En fait, j'ai essayé de montrer que f inter g est égal au singleton 0. Donc ça, c'était ce que je voulais faire. Et après, c'était la méthode, c'était le E2, je crois, la compétence. Et justement, j'ai pas très bien compris ce E2. Bah, ta rédaction montre que tu n'as pas compris. Parce que tu vois, normalement, quand tu calcules F inter G, tu devrais commencer comme ça. F inter G, c'est un espace vectoriel. C'est l'espace constitué des quadruplés x, y, z, t appartenant à R4, tel que. Et après le tel que, normalement, tu mets toutes les relations qui permettent de caractériser F inter G. Donc, tu recopies toutes les relations de l'énoncé. D'accord. Et donc, tu as 4 relations à écrire. Ok. Donc, ces 4 relations te donnent un système. Et donc, ce système, tu le résous. C'est un système de 4 équations, 4 inconnues. Tu démontres que sa seule solution, c'est 0, 0, 0, 0. Ok, ça marche. C'est bon? Ouais, ok. Donc, on ne va pas faire cette méthode parce qu'ici, on n'en a pas besoin. Mais effectivement, vous vous rendez compte que finalement, elle n'est pas très rentable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on l'a fait, on va se rendre compte que l'espace, le système qu'on obtient, c'est exactement le système de Jeanne. Ou Maxime, c'est exactement le système associé à la matrice que tu as ici. À la matrice grand Ok, A. ça marche. Donc en fait, ce sont des méthodes qui sont équivalentes et on expliquera très rapidement dans le chapitre suivant de l'algèbre linéaire pourquoi elles le sont. Alors, exercice numéro 6, j'ai pas mis de correction. Donc, pour l'exercice numéro 6, qui est en ligne, je vous encourage donc à regarder en détail ce genre de choses, puisque ce sont des révisions du chapitre d'avant, avec juste sur la fin quand même une notion de liberté qu'on n'avait pas étudiée à l'époque. Donc, on est linéaire. 3, qui est fini comme suit. 4, 5 nus, x, y, z, vecteur, x, y, z, aussi avec x', y', z', dont les coordonnées sont données là. Alors, j'ai déjà dit qu'elle était linéaire. Donc, pour nos visiteurs qui n'ont pas encore fait les applications linéaires, normalement, il faudrait d'abord démontrer la linéarité, qui n'est pas très intéressant, juste cette fois, mais déjà, ça ouvre tous les chapitres d'application linéaire, donc tous les chapitres associés aux espaces vectoriels, et donc en particulier la notion d'ensemble. Donc, je rappelle que il faut faire un ensemble image et voir si l'ensemble image est confondu avec l'ensemble d'arrivée. Donc, pour trouver l'ensemble image de f, j'ai fait comme on fait d'habitude. J'ai factorisé par x, y, z, t et j'ai obtenu 4 générateurs que vous voyez ici. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible que la famille des 4 vecteurs qu'on obtient ici soit libre? Vrai ou faux? Pourquoi? Qu'en pensez-vous? Pensez géométrie. Hein. Là, on est dans quel espace? Monsieur, Oui.
On n'avait pas le lambda, nous. Ouais, il n'y avait pas de lambda. C'est pas vrai. C'était 1. Ah mince, bon, Nous, bah on n'a alors pas c'est le bon. lambda. Ah, quel dommage. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Alors, mon exercice sera plus compliqué. Mais très bien. Ok. C'est les mêmes coefficients les autres, par contre. Oui. Ok. Bah, j'ai pris une ancienne version, alors. Bah, c'est super. Au moins, ça va nous permettre de discuter. Donc, à la place du lambda, vous mettez 1. Hein. Donc, est-ce qu'il est possible que les 4 vecteurs que vous ayez là forment une famille libre? Oui, parce qu'on est dans R4 et on a 4 vecteurs. On n'est pas dans R4. C'est ça la subtilité. C'est que R4, c'est l'ensemble de départ. Or, l'ensemble image, il est inclus dans l'ensemble d'arrivée. Ah oui. Donc, on est dans R3. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Florent? Bah, du coup, il y a un vecteur qui peut s'écrire comme une combinaison des autres. Donc, on peut passer par dans R3, on peut passer par le déterminant. Du coup, Alors, le problème, c'est que là, on ne peut pas utiliser le déterminant, parce que si tu fais le déterminant de ces 4 vecteurs, tu as une matrice non carrée. mais se ramener à... Ouais, non. Alors, effectivement, se ramener à, parce que tu vas virer un des vecteurs, parce que tu es sûr qu'il est lié aux autres. Oui. Mais alors, attention, c'est risqué de faire comme ça, parce que tu ne sais pas lequel tu peux virer. A priori, n'importe lesquels de ces 4 est amovible. Parce qu'il y en a forcément un qui est lié aux autres. Mais dans le cas général, je pense que vous avez une famille, il y a forcément un qui est lié aux autres, donc je le vire. Parce que parfois, vous allez faire une bêtise, c'est que vous allez justement enlever un vecteur qui est essentiel au caractère générateur. Ce n'est pas une méthode qui est traitée dans le cas général. Dans le cas général, la liberté de vecteur. La matrice réduit en colonne. Donc, okay. Monsieur, vous buguez énormément. Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais. Ah oui, énormément. Et moi aussi, ça grésille. J'ai entendu une phrase sur 2 perso. Oh mince. Bon, alors attendez 2 secondes. Je mets en pause, je vais voir quelque chose, j'arrive tout de suite. Donc, suite au problème de connexion, rapide résumé de l'exercice numéro 6. De l'action linéaire. On va analyser son ensemble image. Donc, ça, c'est des choses que nous avons déjà faites. Et on trouve donc par factorisation de la combinaison linéaire obtenue ici dans la collade de l'ensemble image, 4 vecteurs générateurs. La discussion était que, puisque nous travaillons dans R3, forcément, parmi ces 4 générateurs, il y en a un qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Il a été proposé de supprimer un des 4 au hasard et après d'analyser le déterminant. J'ai dit que je déconseillais cette méthode, que je conseillais plutôt la méthode qui consiste à prendre les 4 vecteurs, les mettre en colonne et à analyser par opération en colonne le rang de la matrice associée. Ici, lambda est égal à 1. La correction que je vous affiche est une correction plus générale qu'on va discuter ensuite. Donc, cette fois, on est bon. Donc, on se retrouve avec une matrice ici. Et comme lambda vaut 1, on obtient un 4 en dernière colonne. Donc, en divisant la 4e colonne par 4, on obtient 1. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? La matrice est de rang 3. Donc, qu'est-ce que ça signifie sur les vecteurs ou sur l'ensemble image? Il y en a un qui s'écrit en fonction des 3 autres. Et les 3 autres, comment ils sont? Libre, du coup. Linéairement indépendants, on dit. Okay. La famille des 3 autres est libre. Donc, les 3 vecteurs résiduels sont linéairement indépendants. Donc, Florent avait raison. A posteriori, Florent avait raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vecteur qui s'écrivait comme combinaison linéaire des 3 autres. Et donc, en fait, il y en avait un qui était amovible. Et a priori, n'importe lequel. Alors, a priori, n'importe lequel, il faut faire attention quand même. Hein, parce que, enfin, ici, oui. Mais dans le cas général, il faut toujours s'assurer que quelle est la colonne en fait qui devient 0. Ici, tu vois, la colonne qui devient 0, c'est la 3e. La 3e provenait du 3e vecteur. Donc, en fait, en toute logique, il voudrait mieux virer le 3e vecteur. C'est lui, en fait, qui est amovible. Alors, si vous avez viré n'importe quel des 3 autres, ici, c'est juste. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, le rang de la matrice
donne la dimension de l'ensemble image. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La dimension de l'ensemble image est donnée par le rang de la matrice. Et en fin de cours, mercredi, je vous avais dit que lundi, pardon, c'est que le rang de cette matrice, ça s'appelle aussi le rang de la famille. Cette famille de 4 vecteurs, en fait, elle est de rang 3. Ce qui signifie qu'en fait, elle engendre un espace de dimension 3. Et cet espace de dimension 3, c'est l'ensemble image. Donc, j'ai écrit ici toute la phrase que vous devez absolument écrire parce qu'elle est importante pour vous en termes de vocabulaire. Elle est ici. Le rang de grand A égale 3. Donc, la famille est de rang 3. Donc, l'ensemble image est de dimension 3. J'ai tout écrit pour que on soit sûr qu'en termes de vocabulaire, vous ne confondiez pas le mot rang et le mot dimension. Si vous voulez ne pas écrire donc la dimension est de rang 3, la famille est de rang 3, pardon. Ça, vous pouvez l'enlever. Ça, c'est facultatif. Par contre, ce qui n'est pas facultatif, c'est de dire rang de A égale 3, donc im de F est de dimension 3. OK? Et puisqu'im de F est de dimension 3 dans un espace de dimension 3, alors im de F égale R3, donc F est surjective. Vous avez ici 5 implications. Ces 5 implications sont fondamentales parce qu'elles vont vous permettre de voir si vous avez compris l'algèbre linéaire. Dis-moi, une question? Oui, là, le rang 3, on le sait parce que donc là, comme on travaille sur les colonnes, donc on a une colonne en fait de que de 1. Parce que là, on a une colonne que de 1. Une colonne de 0, tu veux dire? Ah, mais parce que le rang, on n'avait pas dit que justement, quand on travaille par exemple en ligne, quand on avait une matrice carrée, je dis n'importe quoi, si on avait une diagonale de 1, la matrice était de rang 4. Ok, le rang, c'est le nombre de pivots. C'est le nombre de pivots non nuls. Ah oui, on reste en diagonale, même avec les opérations pour les. Oui, avec les opérations sur les colonnes, en fait, tu vas faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale. Ah, d'accord. Alors que sur les lignes, c'était en dessous. Mais sinon, c'est pareil. Ok. Et ici, si tu permutes tes 2 colonnes, ici, le 3e pivot il est là, en fait. Il vaut 4. D'accord. Il peut valoir 1 après, une fois que tu as divisé ta colonne. OK? Alors, vous n'êtes pas obligé de permuter les colonnes. Moi, automatiquement, dès que je vois ça, je sais que vous avez terminé l'exo. Hein. Juste, vous me faites une phrase de conclusion. Je vois 3 pivots, c'est fini. Alors, regardons une chose. Dans mon exercice en fait plus compliqué, niveau supérieur, j'ai mis un degré de liberté ici, j'avais mis un paramètre lambda dans mon exercice. Donc, c'est le même exo avec un lambda à la place du 1. Vous voyez que si vous faites le même exercice, quand vous arrivez ici, vous vous retrouvez avec la possibilité que ce 3e pivot soit nul. Ce qui veut dire que ça fait apparaître une 4e colonne, une colonne de 0. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, le rang de la matrice, c'est 2. Donc, le rang de la famille, c'est 2. Et donc, l'ensemble image est de dimension 2. Donc, vous voyez que quand vous voyez une application linéaire, il se peut que les 4 vecteurs qui sont dans l'ensemble image, en fait, n'engendrent qu'un espace de dimension 2. Et ça ne se voit pas à la main. Il faut faire un calcul de vecteurs en colonne, d'opération en colonne sur des vecteurs. Alors, pour l'injectivité maintenant, eh bien, ce n'est pas l'ensemble image qu'on analyse, vous le savez, c'est le noyau. J'espère que vous y avez pensé. Parce que déjà, on a fait plusieurs fois. Donc, pour l'injectivité d'une application linéaire, on regarde le noyau. Le noyau ici, petit rappel, donc c'est l'ensemble des x, y, z, t, tel que l'image est le triplet 0, 0, 0, ici il y a une virgule en trop. Et donc, cette fois, on retombe exactement dans la discussion qu'on a eue avec Maxime tout à l'heure. Ici, vous devez résoudre un système de 3 équations, de 3 équations, à 4 inconnus. Donc, ce système-là, il doit se résoudre en ligne. Donc, si je regarde la matrice associée au système qui est ici, là, eh bien, ce n'est pas un hasard, on va retrouver grand A. Parce que la première ligne, vous voyez les coefficients, c'est 1, 4, moins 2, 1, 4, moins 2, 0. Et donc, c'est bien la première ligne de grand A. Etc., etc. Mais cette fois, si vous voulez trouver des générateurs du noyau, vous devez faire des opérations sur les lignes.
Donc j'espère que dans votre tête, ça commence à se clarifier. Quand tu cherches l'ensemble image, tu travailles sur les opérations colonnes. Quand tu cherches le noyau, tu fais des opérations sur les lignes. Alors, il s'avère qu'après quelques lignes, d'opérations sur les lignes, j'obtiens, en prenant lambda égale 1, une matrice ici. Et le rang qu'on obtient, c'est 1, 2, 3. C'est le même rang que précédemment. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Nous démontrerons ultérieurement qu'une matrice à transposer ont même rang. Mais la grosse modification, c'est qu'on n'obtient pas du tout les mêmes générateurs. Puisque maintenant, une fois qu'on finit la résolution de ce système, vous devriez normalement avoir obtenu t égale 0. Pourquoi t égale 0? Parce qu'ici, il y a un 4. Donc, ça fait 4t égale 0, mon système étant homogène. Donc t égale 0. Et puis après, vous n'avez plus que 2 lignes. Donc j'ai choisi, vu que t est nul, la dernière colonne s'en va. Par contre, j'ai choisi z comme paramètre. Et donc j'ai obtenu x égale 6z et y égale moins z. J'ai injecté dans le quadruplé. Je rappelle que c'est un quadruplé puisque ker de f est inclus dans l'ensemble de départ. Et donc on obtient une droite vectorielle. On est obligé de le faire, ça, ou on peut s'arrêter au système? Alors, on peut s'arrêter au système, puisque c'était uniquement on demandait la surjectivité et l'injectivité. Donc effectivement, dans les deux situations, vous pouvez vous arrêter un peu avant. Là, je suis allé jusqu'au bout du travail, mais il a raison, Lubin. Ici, puisque vous dites la matrice est de rang 3, donc le noyau. Alors, ça restait bien de dire que le noyau est de dimension 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le noyau n'est pas de dimension 0. Donc, la matrice, donc l'application linéaire n'est pas injective. Alors, je regarde aussi avec vous le cas où lambda vaut moins 3. Si lambda vaut moins 3, vous avez une ligne de compatibilité là, qui apparaît. Donc, ça vous donne cette fois 2 paramètres. Et donc, tout calcul fait, vous regarderez tranquillement, vous obtenez un noyau de dimension 2. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, et que vous commencez à pressentir, c'est qu'il y a un lien entre l'ensemble image et le noyau. Est-ce que quelqu'un voit sur cet exemple-là, qu'est-ce qu'on pourrait conjecturer comme relation entre la dimension de l'image et la dimension du noyau? C'est pas la dimension du noyau plus la dimension de l'image qui est égale à la dimension du départ, non? De l'espace de départ. C'est juste, dans cet exercice-là, l'ensemble image était de dimension 3 et le noyau était de dimension 1. 3 plus 1, ça fait 4. Dans le deuxième exemple que j'ai présenté avec vous, là, si lambda vaut moins 3, l'ensemble image était de dimension 2 et le noyau était de dimension 2. 2 plus 2 égale 4. Il semble, sur cet exemple-là en tout cas, qu'il y ait une sorte de principe de vase communicant. Alors si la dimension, plus la dimension de l'image est basse, donc quand la dimension de l'image perd 1, la dimension du noyau gagne 1. Alors, en termes visuels, je peux vous l'expliquer ça. Le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs de départ qui s'envoient sur 0. C'est un peu, vous voyez, une mesure de l'inefficience de l'application. C'est un peu comme une application qui envoie beaucoup de gens sur 0, c'est une application qui écrase beaucoup de gens. Écraser sur 0, c'est faire pas grand-chose sur les objets. C'est vraiment les réduire à l'origine. Plus tu réduis de vecteurs sur l'origine, plus donc ton noyau est grand, plus ton image elle est petite, puisque tu envoies les gens sur 0. Donc tu diminues le nombre de générateurs de ton ensemble image. Inversement, plus ton noyau il est petit, moins tu envoies de vecteurs sur l'origine, plus ton ensemble image est grand. Quand je dis grand ou petit, vous avez compris qu'en fait je parle de dimension. Je ne parle pas de cardinal. Donc vous comprenez le truc, il y a une espèce de régulation entre les deux espaces, mais ça ne marche. Mais alors faites attention quand même, rappelez-vous que ici l'ensemble image il est inclus dans R3, alors que le noyau est inclus dans R4. Donc ce ne sont pas les mêmes espaces ambiants. Donc quand j'ajoute les dimensions, c'est un peu comme si j'ajoutais des choux-fleurs et des carottes. Hein. Vous voyez?
Parce qu'il se peut que l'ensemble de départ soit un ensemble de fonctions et que l'ensemble d'arrivée soit un ensemble de triplés. C'est exactement ce que vous aurez dans le DM. Donc, quand vous ajoutez les deux dimensions, il y a le théorème du rang qu'on va démontrer tout à l'heure, il reste vrai, mais attention, vous ajoutez des dimensions fonctionnelles avec des dimensions de vecteurs de l'espace, ou de vecteurs de k puissance n. D'accord? Donc, attention à ne pas vous embrouiller dans l'homogénéité. Hein. OK? Donc, c'est ça que je voulais qu'on traite aujourd'hui. Je voulais qu'on parle des applications linéaires en dimension finie. Donc, on passe au chapitre par compétence, chapitre 15. Et pendant 1 heure, on présente donc le grand 3 du cours. Donc, vous avez à votre disposition la feuille du cours, TAPUSCRIPT, la synthèse. Et nous, on écrit ensemble le chapitre par compétence qui s'appuie sur cette synthèse. Donc c'est parti, je vous laisse reprendre la feuille manuscrite et cette feuille TAPUSCRIPT. Ce que je n'avais pas détaillé avec vous l'autre jour, lundi, c'est cette petite proposition, mais qui va commencer à nous parler, je pense. Si le rang de la famille est égal au nombre de vecteurs, ça veut dire que la famille est libre. Parce que si le rang de la famille est égal à P, ça veut dire qu'en fait, la matrice associée en colonne est de rang P. Donc, il n'y a aucune relation entre les vecteurs. Relation linéaire. Donc, la famille est libre. Si maintenant, le rang de la famille de P vecteurs, c'est N, où N, c'est la dimension de l'espace de travail. Ça veut dire que la famille est cette fois génératrice. Pourquoi? Puisque l'espace engendré par ces P vecteurs est de dimension grand N, de dimension N. Donc, comme les vecteurs sont plongés, sont inclus dans un espace de dimension N, ça veut dire que vect de cet espace, vect de x1, x2, xp, est égal en fait à grand E. Donc, la famille est génératrice. Voilà. Ce n'est pas une proposition à connaître, c'est une proposition à comprendre. Alors, grand 3. Donc, je vous rappelle rapidement ce que j'avais raconté dans la séance numéro 1. À savoir, voilà où on en est. On en est dans un espace, à travailler dans un espace de dimension finie, donc dans un espace qui admet un nombre fini de générateurs qu'on peut rendre linéairement indépendants. Et donc, nous pouvons travailler dans une base. Cette base, dans ce grand 3, je vais toujours l'appeler E1, E2, En. Et N sera la dimension de grand E. Bien. Alors, cet espace, ça va être l'espace de départ des applications linéaires qui vont suivre. L'espace d'arrivée, c'est forcément un espace vectoriel, mais vous allez voir, il se peut qu'il ne soit pas de dimension finie. Je ne vais pas l'utiliser. Alors, pourquoi? Parce que mon projet, c'est le suivant. C'est de me dire, je travaille avec une application linéaire qui part d'un espace vectoriel de dimension finie. Donc, comme j'ai un nombre fini de directions pour me repérer dans l'espace de départ, ce que je voudrais, c'est dire que si je suis capable de définir mon application linéaire uniquement sur ces 3 vecteurs de départ, alors il se pourrait que j'ai défini complètement mon application linéaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez 3 directions dans l'espace de départ, et si vous dites le vecteur E1 qui dirige ma première direction, l'application F l'envoie sur le vecteur F1. Si mon vecteur E2, mon application F l'envoie sur le vecteur F2. Et si mon vecteur E3, mon application F l'envoie sur le vecteur F3, les vecteurs F1, F2, F3, qui sont les 3 images des 3 vecteurs de la base de départ, eh bien, en fait, ils engendrent l'ensemble image. Parce que comme les 3 vecteurs de départ suffisent pour se diriger dans tout l'espace de départ, alors mes 3 vecteurs d'arrivée, images, vont suffire pour se déplacer dans tout l'ensemble image. Alors attention, pas forcément l'ensemble d'arrivée. Parce que vous savez que l'ensemble image est inclus dans l'ensemble d'arrivée.
mais qu'il se peut que ces deux ensembles ne soient pas égaux. Comment on appelle une application pour laquelle on a ces deux espaces qui sont égaux, image et arrivée? Bijective. Alors, pas forcément bijective. Surjective. Injective, vous avez dit? Surjective. 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 C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple. Hein. Pour qu'une application soit surjective, il faut que son ensemble image soit égal à son ensemble d'arrivée. Mais alors, on peut discuter d'une chose intéressante. C'est que si grand F n'est pas de dimension finie, si l'ensemble d'arrivée n'est pas de dimension finie, eh bien votre application elle ne sera jamais surjective. Parce que, comme vous envoyez vos vecteurs de départ qui sont en nombre fini sur des vecteurs dans l'ensemble d'arrivée qui engendrent l'ensemble image, c'est-à-dire que votre ensemble image, il va être forcément de dimension finie. Donc, si votre ensemble d'arrivée est de dimension infinie, votre ensemble image ne sera jamais égal à votre ensemble d'arrivée. Voilà. Bon. Par contre, si votre ensemble image, il a la même dimension que l'ensemble d'arrivée, alors votre application sera surjective. Mais a priori, on ne sait pas encore qu'elle sera injective. Eh bien, on va démontrer que c'est le cas. Que si l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont la même dimension, et si l'application est surjective, alors de facto, elle est aussi injective. Donc, elle sera bijective. OK? Donc, en fait, on essaie de décrire une application linéaire à partir d'un nombre fini d'informations. Et c'est ça qui est fort. C'est ça la dimension finie. C'est que vous avez un problème en cardinal infini, mais si vous disposez d'un nombre fini d'informations, ce nombre fini étant la dimension de l'espace de départ, eh bien ce nombre fini d'informations suffit à décrire complètement votre problème. C'est assez génial, quoi. On ramène un problème de cardinal infini à un problème de cardinal fini, de dimension finie plus précisément. Ok? Donc les applications linéaires dorénavant, je risque de ne pas forcément les définir comme avant. Avant, je les définissais forcément comme dans l'exercice qu'on vient de corriger. Et bien maintenant, il se pourrait que je vous dise, soit F, une application linéaire, définie par, et je vous donne un nombre fini d'informations. Ce nombre fini d'informations, c'est l'image des vecteurs de la base de l'espace de départ. J'espère que vous me suivez. On va faire des exemples pour que ça puisse être plus clair dans votre esprit. Donc, le petit 1 du grand 3, c'était ça. C'était, on se donne un espace de dimension finie, une base E1, E2, En de grand E. Eh bien, moi je dis qu'à partir du moment où votre X, vous prenez un vecteur X qui se décompose dans l'espace de départ, eh bien, son image se décompose forcément dans la famille des f de i. Donc, si je vous donne dans un exercice f de i, je vous donne tous les f de x. Et l'ensemble image, en fait, regardez, c'est vect de l'ensemble des images des vecteurs de la base. Ok, on écrit ça, on fait des exos? C'est parti. Donc, chapitre par compétence, grand 3. Grand A. Donc, je vais toujours, dans le grand 3, noter grand E de dimension n. Donc, on suppose ici grand E de dimension finie, petit n. Et je vais noter BE, sa base, qui sera très souvent, vous allez voir, sa base canonique. Donc, sa base modèle. Alors, grand A. Donc, la première chose qui va arriver dans les exercices, et c'était l'objet de l'exercice 7 de la planche, qu'on fera vendredi, c'est de définir une application linéaire dont l'ensemble de départ grand E est de dimension finie. Eh bien, pour définir une application linéaire de la sorte, technique 14,
il suffira de définir l'image des vecteurs de BE. Voilà. Donc ce nombre fini d'informations va suffire à définir toute l'application linéaire. Donc, on prouve cette technique rapidement parce qu'elle est importante. Il est important d'écrire les lignes qui suivent. Donc, je vais faire comme en Python, alors quand je travaille avec les tableaux NumPy, vous savez, quand j'applique une fonction f à une liste, ça consiste à appliquer ma fonction à tous mes vecteurs de la liste, à tous mes éléments de la liste. Eh bien, la notation de NumPy, en fait, c'est la notation mathématique classique. Donc, notons f de BE, donc l'ensemble image de la famille BE. Donc, f de BE, c'est en fait la famille f de E1, point, 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 f de En. Cette famille, on va essayer de voir en quoi elle nous est utile pour décrire l'application petit f. Donc, ce que vous savez tous, c'est que comme E1, E2, En est une base de grand E, alors, tout x de E se décompose de manière unique dans la famille. C'est un N ici. Hein. Ici, c'est un N, et ici, c'est aussi un N. Et ici, c'est un N aussi. Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer comment on opérait lorsqu'on va calculer f de x? Si x est donné par la somme des alpha i, e, i, comment est-ce qu'on calcule f de x? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on compose par f? Qu'est-ce qu'on peut faire là? On linéarise. Qu'est-ce que tu appelles linéarise? Qu'est-ce que tu appelles linéarise? Quelqu'un d'autre? Somme des alpha i f de i, non? Pourquoi? Par linéarité. Voilà, par linéarité. Comme f est linéaire, donc c'est la définition d'une application linéaire. Hein. Une application linéaire, c'est une application qui permet d'écrire que f d'une somme, c'est somme des images. Image d'une somme, c'est somme des images. Et les scalaires lambda alpha i peuvent aussi sortir de la somme. Donc ça, c'est la définition d'une application linéaire qui permet d'écrire ça. Si f n'est pas linéaire, tout ce que je vous raconte par la suite est faux, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne tous ces gens-là, là, si ceux-là je vous les donne, si je vous donne ces n informations, les alpha i, vous les connaissez. Hein. Les alpha i, vous les connaissez parce que c'est les coordonnées de petit x dans la base. Donc si je vous donne les f de ei, je vous donne f de x pour tout x. Donc la donnée, on peut l'écrire, hein, la donnée de f de E1, f de E2, f de En permet de connaître f de x. La donnée de f de E1, point, 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 f de En permet de connaître f de x pour tout x. Donc, on pourrait se donner un petit exemple, je ne l'ai pas écrit, mais on va se donner un exemple ensemble. Je vous donne une application. Bah tiens, si on pourrait reprendre le... Mais regardez, reprenons l'exemple numéro 6.
pour essayer de voir ce que ça veut dire, ces choses-là. Reprenons l'exemple qu'on a corrigé tout à l'heure. Imaginez que j'ai la flemme de vous définir une application linéaire de manière un petit peu complexe comme ça. Je n'ai pas envie de vous donner tout ça. Mais je voudrais vous définir la même application linéaire uniquement par la donnée, par un nombre fini d'infos. Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'informations il va falloir que je donne pour définir cette application linéaire de manière unique? J'ai dit qu'il fallait que je donne combien d'infos? C'est quoi petit n ici? C'est la dimension de l'ensemble de départ, du coup, ça devrait être 4. 4. Donc, exemple dans le chapitre compétences, on se donne une application qui va de R4 dans R3, telle que, ici, n vaut 4. Donc, il faut que je donne 4 informations. Donc, il faut que je vous donne l'image de 4 vecteurs. Alors, quand je vous dis image de 4 vecteurs, il ne faut pas les choisir au pif, les 4 vecteurs. Comment je vais les choisir? Les 4 vecteurs de l'ensemble de départ. Qui vous proposez de prendre pour les 4 vecteurs de R4? La base de R4. Si tu dis la base de R4, je ne comprends pas parce qu'il y en a plein des bases. Hein. La base canonique. La base canonique, ouais. Alors, c'est qui la base canonique de R4? On l'avait déterminé avant. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ouais, on prend que des zéros et un seul 1. Et le 1, on le fait balader de la première à la dernière place. OK? Donc, le cours dit que, a priori, si je vous donne f de 1, 0, 0, 0, puis f de 0, 1, 0, 0, puis f de 0, 0, 1, 0, et f de 0, 0, 0, 1, eh bien, ces 4 informations vont suffire pour donner l'application linéaire. Donc, il y a des exercices qui peuvent se présenter comme ça. On ne vous définit plus f comme dans l'exercice numéro 6, mais on vous définit f comme ça. Donc ici, il suffit de regarder combien ça donne dans la définition. Je vous laisse calculer avec moi. F de 1, 0, 0, 0, grâce aux formules qui sont dans l'exercice. Lambda valait 1. Hein. On remplace lambda par 1 ici. Donc, première situation, on remplace x par 1 et y excepté par 0. Emma, qu'est-ce que tu obtiens pour le premier vecteur? C'est ça, 1 moins 1, 1. Etc., etc., etc. Donc c'est facile de trouver les autres. Et ces vecteurs-là, ils vous parlent ou pas? 1 moins 1, 1 pour le premier, 4 moins 3, 1 pour le deuxième, moins 2, 3, moins 5 pour le troisième et 0, 1 pour le quatrième. On l'avait dans l'ensemble d'images. Dans les vecteurs images. C'était les générateurs d'images. Quand on a corrigé l'exercice tout à l'heure, ces 4 vecteurs qu'on a là, c'est exactement les 4 générateurs d'images. Donc en fait, il se passe un truc. On est en train de se mordre la queue là. En fait, si je vous définis une application linéaire comme ça, je vous ai fait gagner du temps. Mais par contre, je suis plus abstrait, évidemment. Il faut absolument que vous sachiez où on en est.
on a déjà trouvé une famille génératrice de l'ensemble image. D'accord? Donc, ces 4 vecteurs que je vais appeler, je ne sais pas moi, U1, ou j'avais dit F1, B1, B2, B3, B4, eh bien, alors, l'ensemble image de F, c'est vect de B1, B2, B3, B4. Et rien qu'avec ça, déjà, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez trouver donc l'ensemble image. Vous allez pouvoir trouver très facilement, grâce au théorème Durand, la dimension du noyau. Bon, par contre, si vous voulez trouver des générateurs du noyau, vous n'aurez pas le choix. Il faudra que vous reveniez à l'expression F de F. Donc, pour revenir à l'expression générale de F, si vous en avez besoin, il faut refaire le chemin dans l'autre sens que ce qu'on a fait au-dessus, ici, avec Sophie. Ou avec Laurent, je ne sais plus. Et Laurent, pardon. Donc, il faut partir de là et revenir là. Donc, pour ça, on y va. Pour retrouver l'expression générale, de F, donc on prend quoi? On dit que quel que soit X, Y, Z, T appartient à R4, on va calculer F de X, Y, Z, T. OK. Pour ce faire, alors c'est un peu lourdeau, hein. Je ne dis pas que c'est utile, hein. Parfois, souvent on ne va pas le faire ça. Hein. Mais si jamais vous vouliez le faire, pour vous ramener à un exercice classique, eh bien, vous prendriez le vecteur x, y, z, t et vous essaieriez de le décomposer, ce vecteur x, y, z, t, dans la base canonique. C'est facile, non? Parce que c'est x fois le premier, plus y fois le deuxième, plus z fois le troisième, plus t fois le quatrième. Donc en faisant x fois ça, plus y fois ça, plus z fois ça, plus t fois ça, vous réobtenez l'expression de f. OK? Donc je prends ma plus belle plume rouge. Le vecteur ici, là, le premier, je vais l'appeler E1, E2, E3, E4, pour éviter d'avoir à les réécrire. C'est la base canonique de l'espace de départ. Eh bien, évidemment, ici, f de x, y, z, t, c'est f de x fois E1 plus y2 plus z3 plus te4. Par linéarité, c'est x f de E1 plus y f de E2 plus z f de E3 plus t f de E4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer les vecteurs f de EI par BI. Et ça y est, vous avez trouvé l'expression générale de f, après quelques petits calculs. Voilà. Alors, on va essayer de se passer de ce genre de calcul final pour étudier f, parce que c'est inutilement calculatoire. OK. Donc, ceci étant fait, regardons la suite, à savoir grand B. Donc, quand vous voulez trouver le rang d'une application linéaire définie comme on vient de le faire. Alors, on va définir le mot rang d'une application linéaire, parce qu'effectivement, le mot rang, comme je vous ai dit, il est un petit peu passe-partout. Si je vous raffiche le cours
tapuscrit, vous aurez remarqué que, petit 2, j'ai défini le rang d'une application linéaire en définition 7. Le rang d'une application linéaire, c'est quoi? C'est la dimension de son ensemble image. Donc ça, c'est la définition. Dans le grand B, on va la réécrire ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc def, le rang de F, c'est la dimension de son ensemble image. Donc maintenant, le mot rang a 3 exceptions possibles. Le rang d'une matrice, le rang d'une famille et le rang d'une application linéaire. Et vous allez voir qu'il y a un lien évident entre ces 3 objets. Donc la définition, donc on est d'accord, grand B, je l'ai réécrit vraiment encadré pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Le rang de F, c'est la dimension de son image. Donc partant de là, puisque le rang de F, c'est la dimension de l'image, je vous rappelle tout à l'heure que l'ensemble image était engendré par les F de E1, F de E2, F de En. Moralité, on peut compléter notre définition qui devient une proposition. Le rang de F, c'est la dimension de l'image, mais c'est aussi égal à la dimension de ce vect. Et je vous rappelle que dim de vect, ça s'écrit rang. Moralité, on appelle rang d'une application linéaire le rang de la famille F de E1, F de En. Donc le rang d'une image de la base de l'espace de départ. Si vous voulez, vous pouvez le retenir comme ça aussi. Proposition, le rang de F, c'est donc le rang de F de B. J'essaie de triturer au maximum le vocabulaire pour que ça vous rentre. Hein. Ok? C'est clair pour le vocabulaire. Hein. Alors on se fait un exemple, exemple 11. Une application linéaire qu'on avait plus ou moins rencontrée déjà une fois. Ça me permet de faire un petit rappel intéressant. Donc, exemple 11, je vous donne une application de R3 dans R3. Je vous la donne définie à l'ancienne. Donc je vous donne l'image de XYZ comme étant ce triplet. Je vous demande de trouver le rang de U. Le rang de l'application linéaire. Donc, vous avez mis sur pause si vous vouliez faire le travail tranquillement. Donc, on en est arrivé donc à trouver pour ensemble image vec de ces 3 vecteurs, puis analyser la matrice des vecteurs en colonne, et après réduction en colonnes successives. Alors ici, une personne a eu l'idée d'ajouter les 3 colonnes. Si on ajoute la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3, et si on met ça en 3e colonne, alors on obtient une colonne de 0, ce qui signale un abaissement du rang. Et donc, au bout de quelques étapes, on obtient immédiatement le rang de F, le rang de grand A. Et donc, qu'est-ce que vous dites ? Le fait que le rang vaille 2, qu'est-ce que ça signifie ? Sur le rang de l'application linéaire qu'on cherchait. La dimension de l'image de U, c'est 2. La dimension de l'ensemble image de U, c'est 2. Donc, le rang de U, ben, c'est 2. Voilà. OK. Conclusion de l'exercice. Le rang, c'était 2. Donc, bien sûr, le rang d'une application linéaire est toujours plus petit que la dimension de son ensemble d'arrivée.
Alors là, on est en train de. Enfin, en géométrie, vous commencez à voir le truc. C'est-à-dire une application qui transforme un vecteur de R3 en un vecteur de R3. Et on dit que les images sont toutes incluses dans un plan. C'est-à-dire que votre application, elle envoie tous les vecteurs sur un plan. Donc, elle écrase. Il y a une dimension d'écrasement. Cette dimension d'écrasement, elle est de 1, puisqu'il vous reste 2 dimensions dans l'ensemble d'images. Et ça, c'est le théorème du rang qui va le prouver. À partir du moment où une application, elle écrase, on se posera la question si c'est une projection. Une projection, elle écrase. Elle écrase sur un plan ou sur une droite. Donc, dès que vous avez en fait un noyau non réduit au singleton 0, ça veut dire que votre application, quelque part, elle peut se ramener à une application plus simple dans un espace de dimension plus faible, puisque son ensemble image est en fait un espace de dimension strictement inférieure à l'ensemble d'arrivée. OK? Grand C, théorème du rang. Donc j'aimerais qu'on le rédige et on le démontre ensemble. J'ai hésité à faire la démonstration. Finalement, je pense qu'on va la faire ensemble parce que c'est quand même un théorème hyper central. Et si jamais on se déconfine avant le mois de juillet, eh bien peut-être que je mettrai une démonstration de colle. Puis même si on se déconfine en juillet, je veux dire, on fera des colles à distance. Voilà, donc, je blague, hein. Au cas où le second degré ne soit pas accessible via la plateforme. Donc, ouais, théorème numéro 4, théorème du rang. Donc, voir preuve en SP, non, voir preuve tout de suite. Donc, on se donne une application linéaire, petit f, qui va de E dans grand F. Il faut spécifier que grand E est dimension finie et que grand F est dimension quelconque. Alors, théorème hyper connu, c'est que la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace de départ. Donc la dimension de l'image, je vous rappelle que ça s'appelle le rang. D'où le nom du théorème du rang. Donc mettez une petite flèche là sous ce E et mettez ensemble de départ. L'erreur classique dans les gens qui appliquent le théorème du rang, c'est de prendre pour espace ici l'ensemble d'arrivée. C'est une grosse erreur. L'ensemble d'arrivée d'ailleurs peut être de dimension infinie, donc vous risquez d'écrire une égalité infinie. On démontre? Donc c'est parti, preuve. Donc, l'idée est la suivante. Il faut que je construise, il faut que je regarde mon application linéaire, à quoi elle ressemble. Mon application linéaire, j'ai 2 informations sur elle. Je connais la dimension de son noyau, donc la dimension de son noyau, c'est dans l'ensemble de départ. Et je connais la dimension de son image, donc dans l'ensemble d'arrivée. Il faut que j'arrive à créer un lien entre ces 2 espaces. Pour créer un lien avec ces 2 espaces, je vais exploiter ce que j'ai raconté avant. C'est-à-dire que je vais travailler sur les bases. Donc, on va se donner une base. Alors là, il y a 2 optiques. Où on part d'une base de grand E. Et dans ce cas-là, le théorème il est un peu coincé. Parce qu'on n'exploite pas la connaissance du noyau. Donc plutôt que de partir d'une base de grand E, on va partir d'une base du noyau. C'est comme ça qu'on commence la démonstration. OK? Donc c'est parti. Donc, on se donne E1, E2, EP, une base du noyau de F. Donc entre parenthèses, la dimension du noyau, c'est quoi alors? P. Comment? P. Oui. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que vous proposez de faire maintenant, sachant que j'aimerais une base de grand E? J'aimerais une base de l'espace de départ. Comment je peux faire à partir de là?
Il n'y a pas un théorème qui permet d'agrandir les familles? Si, le théorème de la base incomplète. Bah, bien sûr. D'après le TBI, on peut compléter la famille E1, E2, EP en une base de E. Donc, je vais la noter B égale E1, E2, EP, et je complète ici. Donc, le prochain, je l'appelle logiquement EP plus 1, point, point, point. Et le dernier, je l'appelle EN. OK? Voilà où on en est. Alors, là, je vous rappelle qu'on a créé un supplémentaire, sans s'en rendre compte. On a ainsi construit un supplémentaire. De quart de F. Je l'appelle G. C'est qui ce G en fait? C'est avec de qui? EP plus 1 jusqu'à EN, non? Exactement. Mais la famille, là, on sait pas qu'elle est libre ou on le sait directement avec le noyau. Parce que c'est une base du noyau. Ouais. Mais le Comme c'est théorème, une base du noyau, elle est déjà libre. Oui, pardon. Oui, non, c'est une bonne remarque. Effectivement, à partir du moment où tu pars d'une base, elle est déjà libre. Donc, Oui. puisqu'elle est libre, tu peux la compléter d'après le théorème de la base incomplète en une nouvelle base de l'espace tout entier. Et bien sûr, EP plus 1 EN est une base de G. D'accord? On peut le préciser si vous souhaitez. EP plus 1 EN est une base de G. Hein. OK. Alors, maintenant on réfléchit. Votre E1, il s'envoie sur quoi? Par F. C'est quoi l'image de E1? Vous vous rappelez E1 où il est? Dans le noyau. Donc son image c'est 0. 0. Donc le premier s'envoie sur 0. Point, point, point. Mais EP, il s'envoie aussi sur 0. Voilà pourquoi je préfère travailler avec LaTeX. Hein. Je me suis forcé. OK. Ensuite, les suivants, par contre, ça, je ne sais pas. EP plus 1, il s'envoie sur F de EP plus 1, point, point, point. Et etc. EN, il s'envoie sur F de EN. Donc voilà où on en est. Alors maintenant, on réfléchit encore. Donc on est d'accord que l'ensemble image, c'est l'ensemble des images possibles des vecteurs de base. Et comme les premiers vecteurs sont nuls, ça veut dire que l'ensemble image, il est engendré par l'ensemble image de F, c'est vect de F de EP plus 1, point, 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 jusqu'à F de N. Vous êtes d'accord que les premiers, je ne les écris pas, parce qu'ils font 0. Et 0 n'est jamais un générateur. Alors, je suis content parce que grâce à cette petite manipulation, j'ai réussi à relier mon ensemble, mon noyau, quelque part, et mon image. Je suis arrivé à l'image, ça y est, j'y suis. À votre avis, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer pour terminer l'exercice? Qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer sur ce qu'on vient d'obtenir à la fin?
particulier cette famille-là. Le rang, non? Le rang de cette famille, oui. Alors, bien sûr. Donc, on va analyser la liberté, en fait. Et même plus que ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer cette famille vis-à-vis de l'ensemble image? Que c'est l'ensemble d'arrivée? C'est l'ensemble d'arrivée. Qu'elle engendre dans l'ensemble d'arrivée, c'est déjà le cas. Mais en plus que ça, voilà. On va démontrer que c'est une base, l'ensemble d'arrivée. Alors, je ne sais pas si vous sentez que c'est... Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, on a déjà enlevé les liens. On a enlevé la relation linéaire entre les objets. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens du noyau, on les a mis à part. Donc, on a gardé que les vecteurs qui ne sont pas dans le noyau. Et le noyau, c'est justement ce qui pose les problèmes de liaison. On a viré les liaisons, en fait. Et on va démontrer effectivement que cette famille est une base de im de f. Donc, c'est parti. Déjà, premièrement, premier point, elle est génératrice. Deuxièmement, montrons qu'elle est libre. Alors, pour montrer qu'elle est libre, il faut appliquer la technique générale. On n'a pas le choix ici, puisqu'on travaille dans un espace général. Donc, pour montrer qu'elle est libre, on se donne alpha 1, alpha 2, alpha n, n réel, et on écrit la relation de liaison entre les vecteurs f de E1, f de EP plus 1, pardon, f de fp plus 2, etc., jusqu'à f de En. Donc, pardon, les alpha 1, ce n'est pas la peine de les introduire. On part de p plus 1 ici. Et en tout, ils sont nombre n moins p. Qu'est-ce qu'on propose de faire ici? Comment on peut écrire autrement cette somme? Laurent, tu peux nous dire si tu veux, de ta lointaine campagne. Si je te demande, Laurent, c'est que tout à l'heure, tu m'as fait la gamme dans un sens. La fonction pas en facteur, mais oui. À l'extérieur. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord que c'est une histoire de gamme, ça. Hein. Si vous savez faire vos gammes dans un sens, normalement, vous savez les faire dans l'autre. Bien vu. Ici, on va sortir le f de la somme par linéarité. L'argument, évidemment, hein, c'est car f est linéaire. Alors, maintenant, on réfléchit. On en est où? On a que f de cet objet-là est égal à 0. Donc, ça veut dire que cet objet-là, il appartient au noyau. On est d'accord? Mais par ailleurs, il est aussi combinaison linéaire des EP plus 1 jusqu'à En. Et je vous rappelle que l'espace engendré par EP plus 1 En, je lui ai donné un nom, j'ai appelé ça G. Donc on en est où? On en est que or, il appartient aussi à G. Alors conclusion maintenant. Il appartient à la fois à F, à ker de F et ker
à ker de f et à g. Donc il appartient à leur intersection. Et F et G ils sont disjoints. Alors pas disjoint exactement. Hein. Leur intersection est nulle. Pourquoi? Parce que leurs vecteurs ils sont libres. Alors ces vecteurs sont linéairement dépendants, tu veux dire? Oui. Alors c'est Non, juste. non, puissance supplémentaire, pardon. Voilà, c'est le meilleur argument. Je vous rappelle qu'on a construit un supplémentaire. Vous vous rappelez que ker de f et g était supplémentaire? Moralité. Or, on n'avait que ker de f il était supplémentaire avec g dans grand E. Donc, cela signifie que cet objet-là, il est nul. Vous voyez, en fait, on a réussi à virer le petit f. C'est malin, hein? Et maintenant, on conclut en disant que la famille des EP plus 1 EN, celle-là, là. Vous vous rappelez qu'elle c'est une base, donc elle est libre. Elle est libre. Moralité, ben les alpha K sont tous nuls. C'est QFD. On vient de démontrer que les alpha K sont tous nuls. Vous vous rappelez ce qu'on voulait démontrer? Conclusion de l'exercice. Où on en est où là? Conclusion. On a démontré que la famille f de EP plus 1 jusqu'à f de EN est une base de l'ensemble image. Donc, c'est quoi la dimension de l'ensemble image? Juste pour revenir, pourquoi, comme elle est libre, les alpha K sont nuls? C'est parce qu'ils sont... C'est la caractérisation des bases. Combinaison linéaire de vecteurs nuls entraîne que tous les coefficients sont nuls si la famille est une base. Est libre. Est libre. Oui. Tu te rappelles, c'est la caractérisation des familles libres. Oui, d'accord. Donc, puisque ça, c'est une base de im de f. C'est quoi la dimension de im de f? C'est N, non? Ah non, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas n. Hein. Ah, N moins P. Voilà. Donc, la dimension de im de f, c'est n moins p. Et alors maintenant, on se rappelle, c'est qui n, c'est qui p là? N, c'était la dimension de E. Et P, eh ben, regardez bien, hein, c'était pile poil la dimension du noyau. Et ben voilà. C'est gagné. C'est que FD. Ça, c'est le rang. Voilà, d'où la démonstration du théorème du rang. C'est que FD. C'est bon? On gardez-la bien dans un coin puisqu'elle pourra servir éventuellement en colle. Et puis en deuxième année, on ne la redémontrera pas. Hein, donc, théorème central de l'algèbre linéaire. Ok. Donc ça vous permet de trouver, le théorème du rang vous permet de trouver la dimension du noyau dès que vous avez trouvé le rang de l'application. Donc, par contre, ça ne vous donne pas les générateurs. Hein. Donc remarque, le théorème du rang
permet, entre autres, de trouver la dimension du noyau en ayant trouvé celle de l'image et réciproquement. Bon, vous allez voir que ça sert à plus que ça. Hein. C'est plus fort que ça. Ça sert surtout à faire des problèmes abstraits. Donc, permet, en ayant trouvé la dimension de l'image, de trouver celle du noyau réciproquement. Mais attention, il ne donne pas les générateurs. Ça, non. Il ne donne que la dimension. C'est un théorème un peu qualitatif. Voilà. Ok. C'est bon, je peux passer à. Je peux revenir au cours par compétences? Alors, fin du cours que j'aurais aimé vous présenter là maintenant et puis on travaillera vendredi. C'est que le théorème du rang, il a de très multiples applications. Donc, en particulier, première application hyper importante, c'est qu'en fait, il permet de démontrer aisément l'injectivité, connaissant la surjectivité, et étudier l'injectivité, ayant étudié la surjectivité, et réciproquement. En effet, l'étude de l'injectivité est équivalente à l'étude du noyau. L'étude de la surjectivité est équivalente à l'étude de l'ensemble image. Et quand vous avez un lien maintenant entre les deux, et vous avez un lien entre injectivité et surjectivité. OK? Alors voilà le théorème. Alors, c'est le troisième point que je vais beaucoup utiliser. Sur les deux premiers, je vous en parle à l'oral. Si une application, donc on prend une application de grand E dans grand F, une base de l'espace de départ, et je note, conformément à ce qu'on disait tout à l'heure, F de B pour l'image de la base. F est injective. Ça signifie que son noyau est réduit au singleton 0. Et si le noyau est réduit au singleton 0, d'après le théorème du rang, ça veut dire que la dimension du noyau est égale à 0, et que donc le rang est égal à la dimension de l'espace de départ. Donc, rang de F égale n. Une application est injective si et seulement si son rang est égal à la dimension de l'espace de départ. Et si le rang de F est égal à n, ça veut dire que la famille F de B, elle est libre, puisqu'elle a n vecteurs qui forment un espace de dimension n. Donc, si l'image d'une base est libre, dans grand F, ça veut dire que l'application est injective et réciproquement. En fait, ça traduit l'histoire des one-to-one, vous savez, les nœuds. Une application injective, c'est une application qui fait des nœuds, qui peut envoyer deux ensembles, deux éléments de l'espace de départ sur le même vecteur d'arrivée. Donc, elle crée des jonctions. Ça casse la liberté, en fait. L'injectivité conserve la liberté. La surjectivité conserve le caractère générateur. Évidemment, c'est plus facile à démontrer, puisque une F surjective signifie que son ensemble image, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc, ça veut dire que F de B, rappelez-vous, F de B, c'est une famille génératrice de l'image. Ça veut dire que F de B engendre grand F. Si F de B engendre grand F, ça veut dire que grand F est dimension finie, et que cette dimension, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans F de B, à savoir n. Et n, c'est quoi? C'est le rang de F. Attendez, là j'ai une bêtise. C'est pas forcément n. F de B est génératrice de grand F, et la dimension de grand F, c'est donc, c'est la dimension de l'ensemble engendré par F de 1, F de 2, F de n. Et la dimension de l'ensemble engendré par ces vecteurs-là, c'est le rang par définition. Alors, c'est la troisième dont on va se servir énormément. Une application est bijective si et seulement si on a donc les deux lignes d'avant qui sont satisfaites en même temps. Donc, ça veut dire que F de B
est à la fois libre et génératrice. Donc, ça veut dire qu'une application est bijective si et seulement si elle transforme une base de E en une base de F. Elle envoie une base sur une base. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont des bases de même cardinal. Donc, ils sont de dimensions égales. L'espace de départ et l'espace d'arrivée ont même dimension. Et en plus, il faut que le rang de l'application linéaire soit égal à la dimension de l'espace d'arrivée. C'était ce qui était donné ici. OK? Donc ça nous rappelle des vieux théorèmes qu'on avait vus dans le cadre du dénombrement. Vous vous rappelez qu'une application en espace fini ne pouvait être bijective déjà que si l'espace de départ et l'espace d'arrivée avaient même cardinaux. S'il y avait trop de gens à l'arrivée, elle pouvait perdre sa surjectivité. Et s'il y avait trop de gens au départ, elle pouvait perdre son injectivité. Eh bien, c'est exactement pareil ici, mais je ne parle plus de cardinaux, je parle de dimensions. Donc, à retenir, ce qu'on va écrire dans le cours par compétence, c'est qu'une application linéaire est un isomorphisme si elle transforme une base en une base. OK? Donc, chapitre par compétence. Oui, ce sera après. Oui, donc on le fera demain, chapitre par compétence. On le fera demain. Je termine plutôt la description du cours. Donc, une application linéaire est un isomorphisme si et seulement si elle transforme une base en une base. Et donc, les deux corollaires qui suivent, c'est que forcément, si une application est bijective, une application linéaire est bijective, ça veut dire que ces espaces de départ et d'arrivée ont même dimension. Et donc c'est le corollaire numéro 3, ça plutôt, c'est que deux espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes si et seulement si ils ont même dimension. Si ils sont isomorphes, alors ils ont même dimension, on vient de le dire. Et s'ils ont même dimension, alors il est très facile de construire un isomorphisme. Puisqu'ils ont même dimension, ça veut dire qu'ils ont tous les deux une base et que ces deux bases ont le même cardinal. Donc il suffit d'envoyer one-to-one le premier vecteur de la base de départ sur le premier vecteur de la base d'arrivée, etc. Et donc vous créez ainsi une application qui est bijective. Et donc deux espaces dimension finis sont isomorphes. Ça, c'est très important d'un point de vue conceptuel, parce que ça veut dire que quand vous avez deux espaces de dimension finie, de dimension 3 par exemple, que ce soit des espaces de triplés, que ce soit des espaces de fonctions, que ce soit des espaces de matrices, que ce soit des espaces de suite, eh bien, vous avez le droit de les modéliser dans votre esprit de la même manière, parce qu'ils sont isomorphes, ils ont même forme. Donc, tous les espaces de dimension 3 ont même forme. Ça, c'est fondamental. Ça permet de créer des bijections dans notre esprit qui nous permettent de créer des analogies. En fait, c'est une théorie de l'analogie. Vous savez qu'en science, on passe notre vie à faire des analogies, puisqu'il y a beaucoup de phénomènes physiques qui se produisent à l'autre bout de l'univers qu'on ne peut pas vivre d'un point de vue physique, donc on est obligé de les imaginer. Eh bien, on essaie d'imaginer des modèles qui correspondent à des modèles qu'on a sur Terre. Donc, pour transposer des modèles connus sur Terre à l'autre bout de l'univers, il faut être sûr que ce qui se passe à l'autre bout de l'univers a la même forme que ce qui se passe ici chez nous. Pour ça, en algèbre linéaire, il faut créer des applications linéaires bijectives. Dernière chose, le modèle spirituel qu'on a, carrément spirituel, je dis spirituel, je me lance, soyons fous. Le modèle spirituel qu'on a de l'espace de dimension n, c'est k puissance n. Donc, comme tous les espaces de dimension n sont isomorphes à k puissance n, alors k puissance n, c'est notre modèle. Et donc, on va essayer de voir tous les espaces de dimension n comme k puissance n. K puissance n n'étant qu'une généralisation de k puissance 2, le plan, k puissance 3, l'espace 3D, et k puissance 4, éventuellement, l'espace relativiste. OK? Voilà. Merci pour votre écoute. Rendez-vous vendredi.